Au cours de cette séance, on va voir une application d'analyse en composantes principales. Comme vous l'avez sur la fiche de TP, cette séance concernera l'analyse en composantes principales des données résultant des analyses chimiques à la microsonde effectuées sur des dolérites de la boutonnière de Znaga dans l'anti-atlas. Ce sont des données extraites des travaux de M. Hafed en 1999. Ce tableau de données contient 3 types d'éléments analysés. Il y a les éléments majeurs, les éléments traces et les terres rares. L'objectif, c'est de réaliser une analyse de ces données dont le but de mettre en évidence les relations entre les différents éléments géochimiques et les différents échantillons. Comme il s'agit donc d'un même faciès, les dolérites, donc les éléments majeurs n'auront pas un impact majeur, et notre analyse sera focalisée essentiellement sur les éléments traces et les terres rares. Donc voilà le tableau de données. On a donc ici 17 échantillons. Ici les éléments majeurs, dont les variations restent tout de même minimes. Et là, vous avez les éléments traces, colorés ici en bleu, puis les terres rares, légères d'une part et lourdes d'autre part. Donc, pour faire cette analyse, donc on va d'abord activer le logiciel par lequel donc on assure cette analyse, c'est Excelstat. Donc, on va d'abord l'activer. Ensuite, je vais vous montrer les étapes par lesquelles on va passer pour mettre en œuvre cet ACP. Là, comme vous voyez donc, on va travailler uniquement sur les éléments traces et les terres rares. Comme je vous ai dit dans le cours, généralement, pour éviter toute distorsion et éliminer tout l'effet de taille, on travaille généralement sur l'analyse en composantes principales basée sur des données sont très réduites, c'est-à-dire on travaille sur la matrice de corrélation. Et donc c'est ce qu'on va faire dans cet exercice. Pour donc lancer l'analyse en composantes principales, on va aller sur l'icône analyse des données. On clique sur l'analyse en composantes principales et on obtient donc cette fenêtre interactive dans laquelle donc en premier lieu il me demande de spécifier le tableau des observations. Donc notre tableau, je vous ai dit qu'on va travailler sur les éléments traces et les terres rares, donc on va sélectionner tout ça. Et quand donc j'ai spécifié cette ligne qui contient les libellés des différentes variables, donc il faut que cette case soit cochée. Ensuite, il faut donc faire rentrer les libellés des observations, c'est-à-dire l'échantillon. Donc, il suffit donc de sélectionner cette colonne. Et là, donc, on a sélectionné les données concernées par cette analyse. Et comme le nombre d'échantillons ici, qui est de 17, est inférieur à 30, généralement, au niveau de la variance, on travaille sur n-1 et non pas n. Et dans le lexique que je vous ai donné la fiche de TP, lors du choix du type de matrice sur laquelle on va travailler, et s'il s'agit de matrice de corrélation ou de matrice de covariance,
Pour la matrice de corrélation, donc le type Pearson, signifie que les calculs sont basés sur une matrice composée des coefficients de corrélation de Pearson. Et donc, notre choix ici, type ACP, donc ça serait Pearson, mais avec n-1 et non pas n. Pour les options, donc on n'a rien à cocher. Là, on n'a pas de données supplémentaires, que ce soit d'observation de variables. Au niveau des sorties, donc j'ai besoin des statistiques descriptives, des corrélations, des valeurs propres, des coordonnées des variables, corrélations variables, coordonnées des observations, etc. Tout ce qu'on avait vu dans le cours. Et au niveau de graphiques, j'ai besoin des graphiques de corrélation plus des vecteurs. Donc on touche à rien, hormis donc cette partie qu'on doit remplir. Puis on exécute notre analyse. Et la première fenêtre qui apparaît, c'est celle-là, qui me donne les axes. Et là, vous voyez donc comment les axes, elles décroîent. Et cette colonne nous donne la part de la variable totale expliquée par cet axe. Et pour donc les deux premiers axes, on a 77,74% de variance totale expliquée par ce plan. Donc, je choisis donc une représentation de ce plan, je mets sélectionner, mais je peux choisir d'autres plans, par exemple F1, F3, sélectionner, et également, je voudrais savoir le plan F2, F3, sélectionner. Donc, c'est de cette manière qu'on peut sélectionner toutes les représentations graphiques qu'on veut faire. Puis, on met terminé. Et donc, il y aurait exécution de cette analyse. Voilà donc le résultat final. Et si vous avez les statistiques descriptives des différentes tables, là, vous avez la matrice de corrélation. Et comme vous voyez ici, une coefficient très élevée qui montre qu'il y a des corrélations importantes entre certaines variables. Voilà donc les valeurs propres. Et comme donc on a travaillé sur une matrice de corrélation, on avait dit que la somme de ces valeurs propres doit être égale au nombre de variables. Au niveau de variables, on a 12 variables. Et si on fait donc la somme de ces valeurs propres, normalement, la somme devait être égale à 12, le nombre de variables. Là, pour le premier principal, de ce composant principal, ici, vous avez la valeur propre de cet axe, le lambda 1. Et si on traduit ça en pourcentage pour la variance expliquée par cet axe par rapport à la variance totale, c'est 59,588. Comme je vous ai dit dans le cours, donc ce pourcentage, il est calculé en divisant donc le lambda, ici, par le lambda total fois 100. C'est ce qu'on va essayer de vérifier. Donc, ça serait ça, divisé par le nombre de variables, égal à ça. Donc, il suffit de le multiplier par 100, ça va nous donner, donc on va exprimer ça en pourcentage, et on va augmenter, donc ce serait 59,59
Voilà, c'est convenable 588 comme il est mentionné ici. Voilà donc les valeurs propres. La traduction de ces valeurs propres en variance expliquée par l'axe par rapport à la variance totale. Normalement, donc, la somme de la variance, des variances ici, doit être 100%. Dans ce deuxième tableau, c'est le tableau qui correspond au vecteur propre. Je vous ai dit dans le cours que pour chaque axe, on aura autant de vecteurs propres que vous avez de variables. Donc on a 12 variables, c'est ce que vous avez ici, 12 variables. Et pour chaque variable, on a un vecteur propre qui est associé. Et que cet axe, c'est une combinaison linéaire, c'est-à-dire c'est une régression linéaire de l'ensemble de ces variables. Donc, cet axe, c'est une droite est le résultat d'une association linéaire de ces différentes variables. Et bien sûr, on avait vu dans une régression linéaire, il y a des variables qui sont très associées, très corrélées à la droite, c'est-à-dire donc qui présentent peu d'éloignement, et d'autres qui apportent peu d'explications à cette régression. Donc là, c'est les vecteurs propres, le tableau des vecteurs propres. Là, vous avez donc les coordonnées de chaque variable, donc pour faire la projection dans les plans. Là, vous avez la corrélation entre la variable et le facteur. Alors, je vais revenir sur le cours pour vous montrer cette corrélation là où on l'a vu lors du cours. Voilà, donc c'est ici qu'on avait vu cette corrélation. La corrélation entre la variable i et la composante n est donnée par cette formule. C'est cette formule qui va nous permettre de voir si une variable est corrélée avec l'axe ou non. C'est-à-dire si une variable est corrélée avec l'axe, c'est-à-dire s'il donne donc un coefficient de corrélation assez important, donc de 0,7 au-delà, ça veut dire que cette variable, elle apporte une information significative pour donner une explication à la variation observée selon cet axe. Donc c'est ça, c'est ce que vous avez ici. Et vous voyez ici que l'ensemble de toutes ces variables sont très corrélées avec l'axe 1. Alors que sur l'axe 2, on a donc le vanadium et à moindre importance LA. Donc déjà, à partir de la lecture de ces corrélations, déjà, on a une idée sur les variables qui ont une explication aux différents axes. Mais je vous ai dit, pour donc, là, on était en train juste de faire une lecture résultat de la... C'est juste une lecture, on n'est pas dans le sens d'interprétation. C'est juste pour vous montrer donc les résultats situés par le logiciel. Et là, vous avez donc la projection selon les plans qu'on avait choisis au départ, donc la projection de vos variables. Et cette projection, donc, elle se fait dans un cercle qui est un cercle de corrélation de rayon 1. Ensuite, donc, en premier lieu, une fois que vous avez donc
les valeurs propres, les vecteurs propres, vous aurez donc les coordonnées des variables, la corrélation entre les variables, la représentation graphique, puis ils vont donner les contributions des variables et le cosinus carré des variables. Contribution des variables, ça veut dire donc comment cette variable contribue, quel est le pourcentage de contribution de cette variable à l'explication de l'axe. Et pour le cosinus carré, c'est pour voir si cette variable est bien représentée dans le plan de projection. C'est-à-dire, est-ce que cette variable est, autrement dit d'une autre manière, est-ce qu'elle est corrélée? Donc, c'est-à-dire la représentation, il nous donne une idée sur le rapprochement de cette variable à l'axe. Puisque c'est un cosinus, donc c'est un angle. Plus l'angle est petit, on sait que plus l'angle est petit, plus le cosinus est élevé. Et plus l'angle est grand, on sait que le cosinus il sera petit. Autrement dit donc, ce cosinus carré, il nous donne une idée sur le rapprochement de la variable avec l'axe. C'est-à-dire donc, est-ce que cette variable, s'il est proche de l'axe, ça veut dire donc qu'il contribue à l'explication de cet axe. C'est-à-dire il nous apporte une information significative pour l'explication des variations observées selon cet axe. Donc là, c'est ce que vous avez donc. Et on avait dit donc pour l'interprétation, mais je vais revenir par la suite. On va continuer de dérouler l'institution de la liaison composante principale. Et après avoir vu les variables, on aura donc les données concernant les observations d'individus. Là, vous avez les coordonnées des individus ici. Là, la projection de ces individus dans les plans qu'on avait choisis au départ. Puis après, ici, vous avez la contribution et le cosinus carré pour ces individus. Voilà en gros les résultats qui sont réalisés par le logiciel. Donc, pour l'interprétation de ces résultats, on avait dit qu'on a 3 étapes pour faire cette analyse. La première étape, c'est qu'on doit définir le nombre d'axes ou de composantes principales à interpréter. Et on avait dit, dans ce cas, qu'on a 2 catégories. Si on travaille sur une matrice variance-covariance, ou bien si on travaille sur une matrice de corrélation. Dans notre cas, donc, c'est une matrice de corrélation. Le nombre d'axes qu'on va retenir revient donc à choisir les premiers axes pour lesquels on a une valeur propre qui est supérieure à 1. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de voir pour notre cas. Et donc ici, en analysant donc ces valeurs propres, on remarque que ce serait les 3 premiers axes qu'on va retenir pour faire l'interprétation, puisque ce sont ces 3 axes qui présentent une valeur qui est supérieure ou égale à 1. Et vous voyez donc pour ces 3 axes, la variance expliquée par la variance cumulée expliquée par ces axes arrive à 90% de la variance totale. Donc, pour notre interprétation, on va retenir les 3 premiers axes. Mais déjà, juste les 2 premiers nous permettent donc d'expliquer 77,7% de la variance totale, ce qui est largement suffisant pour mettre en exergue les variations observées dans
notre tableau de données. Donc, le nombre de composantes principales à retenir dans ce cas-là, c'est les trois premières composantes principales. La deuxième étape d'analyse, pour les vecteurs propres, on avait dit, en pratique, on s'intéresse rarement aux vecteurs propres pour interpréter les axes. Donc, l'étape suivante, c'est l'étude des variables. C'est la deuxième étape, donc l'étude des variables. Et là, on est au niveau des variables. Dans ces variables, je vous ai dit, pour ressortir des variables qui donnent une explication aux axes, on avait dit que cette variable doit obéir à deux règles. La première, c'est que la contribution de cette variable doit être supérieure à la contribution moyenne. Le cosinus carré est supérieur à 0,5. Pour la contribution, je vous dis donc c'est que cette contribution moyenne, elle est la même quel que soit l'axe. Donc là, on va la calculer ici. Donc c'est la moyenne de toute cette colonne. Donc c'est 8,3. Et vous voyez donc, si on copie cette formule-là, vous obtenez toujours la même chose. Là, à partir de cette règle, pour l'axe 1, ce sont ces variables qui présentent une contribution qui est supérieure à la contribution moyenne. Et pour l'axe 2, on a ces variables-là qui présentent une contribution qui est supérieure à la contribution moyenne. Donc là, c'est le premier critère. Mais il nous reste le deuxième critère, c'est le cosinus carré. Le cosinus carré, donc là, il est déjà coloré par le logiciel. Quand même, nous aussi, on va le colorer de la même façon que contribution. Alors, combinons ces deux résultats de la contribution et du cosinus carré. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit les variables qui donnent une information et qui répondent aux deux critères. Ce sont donc ces variables-là pour l'axe 1. Pour l'axe 1, ça serait ces variables-là. Et pour l'axe 2, ça serait uniquement la variable vanadium. Donc, du côté positif, donc pour l'axe 1, les variables qui donnent une explication à cet axe, ce sont ces éléments-là. Et pour l'axe 2, c'est le vanadium. On va suivre le même raisonnement pour l'axe 3. Pour la contribution, on n'a que ces deux variables-là. Et pour la corrélation, on a deux variables-là. Donc, pour l'axe 3, là, les deux variables qui donnent une explication à cet axe, ce sont des variables chrome et nickel.
Voilà, en gros, la synthèse qu'on obtient pour les variables. On revient donc sur la projection. Là, donc, on a notre plan F1, F2. F1, donc c'est dans ce sens. Ça, c'est l'axe F1, le premier, la première composante principale. Et ça, c'est l'axe F2, donc la deuxième composante principale. Comme vous voyez donc ici, toutes les variables, ils sont proches de la bordure du cercle. Ça veut dire elles ont un coefficient de corrélation qui est proche de 1. C'est-à-dire elles sont bien projetées. Et ces variables-là qui sont un peu loin de la bordure, ça veut dire qu'elles sont faiblement corrélées, donc mal représentées dans ce plan. Les variables qu'on avait retenues, donc il y a NT, on va donc les colorer. Il y a NT, SM, EU, GD, PB, DY et HO. Et pour le deuxième axe, on n'a que le vanadium. Donc on va essayer de les colorer ici. Voilà donc les 7 variables pour l'axe 1. Et pour l'axe 2, il n'y a qu'une seule variable, qui est la variable vanadium, ici. Alors, dans le cours, on avait dit donc qu'on peut donner une explication aux axes à partir de variables. Là, pour l'axe 1, donc dans ce sens, on va voir par rapport au tableau de données ces variables à quoi ils correspondent. Pardon. Alors, ND, SM, EU, puis il y a GD, PB, DY et HO. Donc, pour l'axe 1, ça serait, tout ça, c'est des terres rares. Avec ici les terres rares légères, et là, les terres rares lourdes. Donc l'axe 1, ce serait l'axe d'enrichissement, ou bien on ne va pas dire enrichissement, on va voir par la suite. Donc c'est l'axe des terres rares. Et pour l'axe 2, puisqu'on n'a que le vanadium qui est associé donc à cet axe,
qui apporte une information significative pour cet axe, on va parler que pour l'axe 1, l'axe 2, c'est l'axe vanadium. Donc l'axe 1, c'est terre rare. Et pour l'axe 2, c'est axe vanadium. Alors, cette explication, on va essayer de voir est-ce que ça concorde avec les individus. Donc, c'est la troisième étape d'interprétation. Donc, une fois qu'on a analysé les variables, en ressortant bien sûr les variables qui ont une contribution supérieure à la contribution moyenne et un cosinus carré qui est supérieur à 0,5, c'est-à-dire donc les variables qui apportent une information significative pour l'explication de la variation observée selon cet axe. L'étape suivante, c'est l'analyse des individus. Et on avait dit donc, pour voir quels sont les individus qui expliquent la variance observée selon un axe, on doit chercher les individus les plus extrêmes et ayant en même temps une contribution supérieure à la contribution moyenne et un cosinus carré supérieur à 0,55. Comme ça, donc on va voir les individus les plus extrêmes, que ce soit du côté positif ou du côté négatif, pour voir le sens de l'enrichissement. Est-ce que cet enrichissement se fait du côté négatif vers le côté positif ou l'inverse? De même pour l'axe 2, pour le vanadium. Donc, l'étape suivante, donc on va passer aux individus. Et là, vous avez la projection des individus. Donc, pour l'axe 1, les plus extrêmes, ça serait donc l'échantillon Znaga 13, 4, et du côté négatif, on a Znaga 11 et ZB 41. Ça, c'est les plus extrêmes selon l'axe 1. Pour l'axe 2, le plus extrême du côté négatif, c'est ZB 60. Et du côté positif, donc il y a l'échantillon 17. Donc on va voir la contribution de ces échantillons par rapport à la contribution moyenne. Donc on devra calculer d'abord la contribution moyenne. Alors, c'est 5,882. Donc, pour l'axe 1, on avait dit, c'est l'échantillon 13. Et l'échantillon 4, qui sont les plus extrêmes du côté positif. Et du côté négatif, on avait dit ZN11 et ZB41. Donc on voit bien que ces échantillons extrêmes ont une contribution qui est supérieure à la contribution moyenne, et en même temps, elles ont un cosinus carré qui est supérieur à 0,55. Donc ils sont bien représentés sur cet axe. Voilà. Donc, ces échantillons, ils sont bien, donc il va nous permettre d'expliquer le sens de variation selon cet axe.
Et pour